Salut à tous. Voilà, donc c'est ma première vidéo sur cette chaîne. C'est une chaîne qui sera principalement dédiée aux critiques de films et puis plus largement aux space news. Donc il y aura aussi énormément de. Je m'intéresse beaucoup à l'actualité spatiale et notamment au Starship de Elon Musk. Donc il y aura aussi beaucoup de news qui seront reliées à ça. Même s'il y a aussi beaucoup de youtubeurs, notamment américains, qui font beaucoup de vidéos reliées à ça. Mais j'essaierai d'en parler voilà, de manière assez légère et pour voilà, donner des petites informations. Et puis voilà. Et puis évidemment, grande majorité, moi ma passion c'est le cinéma, c'est regarder des films, j'adore ça. Et donc du coup, je me suis dit que voilà, il fallait que je me lance et que je commence à poster mes avis sur des films, puisque eh ben, évidemment à chaque fois que je vois un film comme tout le monde, j'ai un avis, j'ai vraiment mon avis assez tranché. Euh, Même si c'est pas aussi simple que ça, des fois ça peut être un petit peu plus compliqué parce que quand on va voir un film, on sait pas forcément exactement. Des fois on a besoin de le revoir pour savoir si. Pardon. Des fois on a besoin de revoir un film pour savoir si on l'a apprécié ou pas. Même si je pense que aimer un film, c'est une question de ressenti intérieur, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas besoin d'intellectualiser tant que ça, c'est-à-dire que on ressort d'un film et soit on l'a aimé, soit on sait qu'on l'a aimé, soit on sait qu'on n'a pas énormément apprécié. Donc voilà. Donc là, c'est ma première critique. J'en ai jamais fait avant. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de Oppenheimer de Christopher Nolan, qui est donc le dernier film de Christopher Nolan, qui vient tout juste de sortir. Donc pour resituer un petit peu, ça reviendra un petit peu plus tard dans la critique, euh, je suis aux États-Unis, donc voilà, donc je suis allé le voir en salle il y a 2 jours aux États-Unis, donc je suis en vacances là actuellement aux États-Unis et j'ai vu le film donc pas en IMAX, une version classique normale. Et donc voilà, j'ai considéré que la version IMAX valait pas forcément le coup et puis au final en voyant le film, je pense que j'ai eu assez raison. Puisque ce n'est en fait le film est un enchevêtrement de dialogues. Il n'y a pas de plan, on va dire, assez impressionnant. L'utilisation de l'IMAX ne se justifie absolument pas. Même si, comme je l'ai vu en classique, on sent quand même que sur beaucoup de plans, l'écran était assez petit, la salle était immense, l'écran était assez petit, le son était très bon, mais on sentait que la qualité d'image venait d'une pellicule 70 mm. C'est-à-dire que vraiment, sur la qualité d'image, on sentait que limite l'écran était presque trop petit et qu'il aurait fallu que l'écran soit plus grand pour que toute la qualité d'image, qui est l'IMAX 70 mm, qui est vraiment le format ultime en termes de qualité d'image, euh, en attendant évidemment peut-être la 8K et plus, mais plus largement en général c'est quand même le format ultime au cinéma. Mais voilà, donc on sentait que sur certains plans, puisque Nolan fait beaucoup de plans, euh, il y a évidemment, vu que le film est en majorité sur des close-up, donc des plans très rapprochés, puisque c'est des dialogues, donc c'est champ contre champ, on a effectivement l'IMAX se justifie pas énormément, voire pas du tout. Mais il y a quand même des plans larges, notamment à Los Alamos, qui, je pense, voilà, on voit vraiment la puissance de l'IMAX et on voit que la qualité d'image est exceptionnelle. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage, puisque sur ces plans-là, je pense que ça aurait été vraiment exceptionnel de le voir en IMAX. Donc là, je dis un petit peu tout et son contraire, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, le film ne justifie pas l'IMAX, mais sur certains plans, j'étais un petit peu déçu de ne pas l'avoir vu moi personnellement en IMAX, parce que je pense que la qualité est, on sent presque, si vous voulez, qu'il y a presque trop de pixels dans l'image, et que du coup, ça vaudrait le coup que l'écran soit plus grand pour que toute cette résolution en fait soit vraiment étalée sur un écran plus grand, quoi, finalement. Donc voilà, donc le film en lui-même, écoutez, eh bien, écoutez, pour moi, ça va être facile. C'est-à-dire que Christopher Nolan, c'est terminé pour moi. J'ai jamais été un énorme fan de Christopher Nolan. Je pense que c'est un très bon réalisateur, mais je pense que, voilà, très clairement, il a le melon. Il a très clairement le melon, et ça m'énerve un petit peu que les critiques soient aussi unanimes vis-à-vis du film, parce que je trouve que globalement, c'est quand même pas un bon film. Euh, donc je vais expliquer un petit peu pourquoi. En tout cas, évidemment que ça reste un avis personnel.
Mais j'en ai un petit peu marre de cette hype autour de Christopher Nolan, comme quoi c'est un génie, comme quoi machin. Non, c'est pas Christopher Nolan n'est pas un génie. Là où Kubrick était, parce qu'on le compare souvent à Stanley Kubrick. Écoutez, j'ai revu les derniers films de Kubrick. Kubrick, c'est la puissance visuelle, mais c'est aussi la puissance du récit. Et puis c'est quelqu'un qui savait raconter quelque chose. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement visuel, mais il y avait aussi énormément de, il y avait quelque chose qui était raconté dans ces films, quoi. Que ce soit Ice White Shot que j'ai revu récemment, que ce soit Barry Lyndon. C'est à la fois magnifique visuellement, mais c'est aussi absolument. Euh, il y a quand même une vraie écriture de scénario. Il y a quand même des personnages qui sont quand même assez. Même si on peut trouver ça froid, il y a quand même un vrai propos. Il y a quand même quelque chose qui est dit, qui ressort du film. Là, très clairement, bon, Oppenheimer. Alors, je vous avoue que Christopher Nolan me gonfle au plus haut point parce que je trouve que ses films sont extrêmement prétentieux, quoi. Et je trouve qu'il souffre du syndrome de nombreux réalisateurs. Pour moi, il y a un trio de réalisateurs qui sont très en vogue en ce moment à Hollywood, qui sont les trois. Donc, c'est Denis Villeneuve, le deuxième, c'est Damien Chazelle, et puis le troisième, c'est Christopher Nolan. Donc, c'est trois réalisateurs à qui les studios confient des gros budgets à chaque fois, auxquels on leur donne les mains libres. Et je pense que c'est pas une bonne chose parce que je pense que leurs meilleurs films, parce que je pense que ce sont des bons réalisateurs, voire des très bons réalisateurs. Mais je pense que comme beaucoup de réalisateurs, bah, ils se perdent parce que justement on leur donne trop de liberté. Et qui dit trop de liberté dit film raté. Pour moi, seuls les génies comme Stanley Kubrick étaient capables de faire de grands films, d'immenses films, euh, quand on les attendait pour qu'ils fassent des grands films. C'est-à-dire que Kubrick, à une époque, à partir donc je dirais juste après 2001, l'Odyssée de l'espace, voilà, il va chez Warner, il fait Orange Mécanique, j'ai revu récemment, et puis on lui donne les mains libres. Voilà, il fait ce qu'il veut, et le gars pourrait faire un truc mauvais, et c'est génial. Et pour moi, c'est la marque des génies. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de faire un chef-d'œuvre quand on leur donne tous les moyens et on les attend pour faire un chef-d'œuvre. Et effectivement, ils font un vrai chef-d'œuvre. Là, Nolan souffre du complexe, je trouve, je trouve qu'en fait, ses films sont extrêmement prétentieux. Alors, bizarrement, j'ai bien aimé Dunkerque. Je trouve que Dunkerque était un très très bon film. Je l'ai revu plusieurs fois. Je n'avais pas aimé au cinéma. J'ai beaucoup aimé quand je l'ai revu. Donc je dois vous avouer que c'est un film que j'ai beaucoup aimé au cinéma. Mais Tenet était une merde absolue. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je suis allé le voir avec des potes dans une, je sais plus si c'était en IMAX. Je crois pas que c'était en IMAX. Mais bref, euh, je l'ai vu avec des potes et euh, on était tous d'accord pour dire que le film était totalement raté. Enfin, je trouve que c'était un scandale. Ce film, c'était une merde absolue. Il y avait vraiment rien de bon dedans. Le scénario était complètement mauvais. Les personnages étaient évidemment inexistants. Puis les scènes d'action étaient catastrophiques, quoi. Je veux dire, si on veut voir des vraies scènes d'action, enfin, il y a 100 ans de cinéma pour voir des films où effectivement il y a des réalisateurs qui savaient filmer des scènes d'action. Donc tous les gens qui ont dit que Tenet était réussi, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, donc vraiment Tenet était une merde absolue. Là, on revient avec Oppenheimer, qui je trouve effectivement est quand même mieux, parce que bon, c'est adapté d'un bouquin, donc forcément ça peut que être mieux. Mais je trouve que globalement le film est totalement, je dirais pas raté, je trouve que c'est un film qui est correct. Mais je vous avoue, donc là je pars un peu dans tous les sens. Mais voilà, je trouve que en fait le film est pas du tout intéressant, quoi. Je trouve qu'en fait le film aurait pu être extrêmement intéressant parce que le sujet était évidemment super à traiter, super intéressant. Et en fait, on passe 3 heures à faire des dialogues. Donc c'est des dialogues, des dialogues, des dialogues, une surenchère de dialogues dans tous les sens. Alors après, pour ma défense, j'ai vu le film en anglais, donc je suis bilingue, je parle anglais couramment. Enfin, j'ai travaillé aux États-Unis, donc j'ai pas de problème à comprendre l'anglais. Je vous avoue que sur ce film-là, je sais pas si c'est l'audio, alors peut-être que quelqu'un dans les commentaires pourra m'expliquer. Je suis allé voir Mission Impossible récemment, je ferai une autre critique plus tard sur le film que j'ai adoré.
euh, qui pour le coup est un vrai film d'action. Mais là, évidemment, aux États-Unis, il n'y a pas de sous-titres, hein, évidemment. Ce qui, moi, est quelque chose que j'adore, de voir les films en anglais. Voilà, je ne peux pas regarder un film en France avec les sous-titres constamment en français, c'est insupportable. Mais là, je trouve que l'audio, alors je ne sais pas si c'est le mixage sonore qui a un petit souci. Et en fait, j'ai eu énormément de mal à. J'ai eu un. Alors, pas énormément, mais j'ai eu un petit peu de mal à comprendre les dialogues. Je trouve que les dialogues, vu que les scènes s'enchevêtrent, ça va très vite. Des fois, il y a des dialogues qui sont superposés sur la scène qui se suit, etc. Je trouve que c'est très dur, des fois, de comprendre. Donc, je vous avoue que des fois. Et puis, les accents sont assez forts. Autant Mission Impossible et la plupart des films, j'ai aucun problème. Mais autant là, j'ai un petit peu galéré sur les dialogues. Je pense pas que ça fasse en soi une grande différence, parce que je trouve que c'est une espèce de logorée verbale qui ne s'arrête pas. J'ai trouvé, voilà, donc je trouve que le film en fait est raté parce que tout simplement j'en ai marre que Nolan fasse des films compliqués là où il pourrait faire des films très simples. C'est-à-dire qu'il pourrait faire un film de 2 heures, très bien écrit, avec une vraie consistance dans les personnages. Voilà, les personnages. Alors, les acteurs sont super. Donc en fait, je vais passer sur les points positifs très vite. Donc les acteurs, je trouve, sont excellents. La photographie, mais enfin c'est le minimum vu le budget et les moyens qu'on donne à Nolan, bah, la photographie, etc. est géniale. Voilà, c'est magnifique, c'est très bien éclairé, c'est très beau. Le montage est effectivement très efficace, mais je trouve que le film rate complètement le point. C'est-à-dire qu'en fait, on passe 3 heures en fait à ne faire que parler de la chasse aux communistes, tout le procès qu'il y a eu contre lui, voilà, et ça jusqu'à la fin. Et au final, j'ai pensé à partir du film au bout d'1 heure et demie, parce que j'en pouvais plus. Je me suis dit que euh, euh, j'ai bien aimé la première partie du film, si vous voulez, où on se concentre un petit peu sur la bombe et sur la création de la bombe, et puis on se dit, bon, bah, il va se concentrer là-dessus, quoi. Et puis au final, on se rend compte que non, 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 pas du tout. En fait, ça continue, ça repart en arrière, ça revient, ça repart, sachant que ça n'a aucun intérêt de faire comme ça des time-lapse qui n'ont absolument aucun intérêt. Je veux dire que quand c'est justifié, faisons-le, mais quand c'est pas justifié, je vois pas pourquoi Nolan le ferait. Donc moi, le gros problème que j'ai avec Nolan, c'est que voilà, pour moi, c'est un réalisateur qui se la pète, malheureusement. Voilà, comme beaucoup de réalisateurs, comme Denis Villeneuve avec Dune, comme voilà, c'est des films qui je trouve sont extrêmement mauvais, qui sont ratés, comme récemment Damien Chazelle que j'aime beaucoup. J'avais adoré First Man, mais là Damien Chazelle, Babylone, c'est pas possible. Et je trouve que Nolan fait la même chose avec Oppenheimer. Même si, encore une fois, c'est mieux que Tenet, parce que Tenet était mauvais. C'est-à-dire que Tenet est un film qui, je pense, aurait été montré, notamment le scénario, dans une école de cinéma. Le mec se serait fait recaler en 2 secondes, quoi. Je veux dire, il n'y a rien du tout, c'était une catastrophe, quoi. C'était même ridicule par moment, parce que c'est tellement prétentieux qu'au bout d'un moment, ça en devient laughable, si vous voulez. Donc ridicule totalement, quoi. Donc là, on n'a pas ce côté-là, mais on a quand même ce côté hyper prétentieux, quoi. J'ai failli, effectivement, je trouve, sur certaines scènes, me marrer, parce que Nolan a ce côté où il ne sait pas filmer des scènes classiques de vie, normalement. C'est-à-dire que des fois, on a des dialogues, notamment Cillian Murphy avec sa femme, et il y a une espèce de surdramatisation, à la fois dans ce qu'ils disent, qui est absolument pas naturel, et puis trop de musique, et puis la pluie comme ça, et puis c'est sombre, et puis ils ont toujours des phrases incroyables qui sortent. Et en fait, tout ce côté-là, qui je trouve ressort chez Nolan beaucoup depuis Interstellar, qui sont une espèce de dialogues verbeux et qui sont absolument prétentieux, qui sont pas naturels en fait. Et en fait, chez Nolan, il y a vraiment ce truc, moi c'est comme ça que je le ressens, mais je pense que c'est la vérité, je pense que les gens ne voient pas ça forcément, mais il y a vraiment ce côté où c'est pas du cinéma naturel, si vous voulez, pour moi. C'est un espèce de cinéma verbeux qui en fait des caisses sur des trucs simples, sur des scènes de vie, des fois des trucs simples, où finalement ça sonne creux, ça sonne faux, c'est pas bon, quoi. Euh, et puis on rate complètement le sujet, quoi. C'est-à-dire que le sujet c'était la création de la bombe atomique. Moi j'aurais adoré voir un film qui se concentre sur la création de la bombe atomique. Eh ben non. Passe 3 heures à parler du macartisme. Donc c'est super. Donc voilà. Donc pendant 3 heures, on se tape des dialogues dans tous les sens. Ça parle du macartisme, blablabla. Bla, bla, bla. Ça ne fait que parler, que parler, que parler, que parler. Et puis finalement, on attend. Au bout d'un moment, on se dit bon bah voilà, on va quand même attendre la scène de l'explosion de la bombe, qui, je trouve, au cinéma rend correct. Mais quand même qui est quand même pas une scène terrible, quoi, puisque alors j'avais entendu ça sur une critique de Padawan MHD,
Voilà, je ne sais pas s'il écoutera ma critique, et qui disait qu'effectivement la scène de la bombe n'était pas très réussie parce qu'on voyait que c'était une mini-bombe, puisqu'évidemment ils n'ont pas fait exploser une vraie bombe nucléaire. J'ai envie de vous dire, si Nolan voulait vraiment aller au bout de sa démarche, je pense qu'il aurait dû le faire. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Alors évidemment, c'est impossible, mais vu que moi je trouve que son côté d'utiliser des practical effects, comme ils les appellent, donc des effets pratiques, plutôt que des CGI, est complètement con, quoi. Je trouve que c'est une idée complètement absurde. Mais si vous voulez, on attend tout le long métrage, finalement on se dit, il y en a marre, il y a trop de dialogue, ça parle, ça blablate, c'est prétentieux. Alors du coup on attend cette scène, qui est pas mal, mais qui est quand même pas ouf, quoi. Et je me dis que les gens, je pense, manquent peut-être un petit peu, alors pas tous évidemment, mais je me dis le grand public en général manque beaucoup de culture cinématographique, parce que je revoyais récemment des films d'action, notamment les Airport, que je connaissais pas, que j'ai vu là sur Netflix, puisqu'ils étaient disponibles. Ce sont des films d'action des années 70, mais le gouffre qu'il y a par rapport à des films comme Oppenheimer, je suis choqué. C'est-à-dire qu'on avait des films dans les années 70. Certes, les effets spéciaux ont un petit peu vieilli, mais il y a un charme incroyable dans les effets spéciaux. Et c'est vraiment des films où il y avait un casting all-star. Voilà. Notamment, là, j'ai regardé Airport. Donc, il y avait Charlton Heston, il y avait... alors, je vais pas dire une connerie. Douglas... Non, pas du tout. J'allais dire Douglas Fairbanks, pas du tout. J'ai oublié son nom. Bref, le premier Airport, c'est pas Charlton Heston. Voilà, c'était des films qui étaient absolument... qui étaient très très bien écrits, et qui utilisaient des effets spéciaux pratiques et évidemment aussi des fonds verts, etc. Puisqu'à l'époque, on n'avait pas autant de moyens de CGI, mais enfin, les films étaient vraiment intelligents, bien construits, avec des vrais personnages, des vraies histoires. Et c'était génial, quoi. Et donc là, pour revenir à Oppenheimer, on attend cette scène, voilà, super, toute la hype, Nolan a filmé comme ça, avec des effets spéciaux, sans effets spéciaux, avec des effets spéciaux pratiques. Voilà, c'est du vrai, et puis c'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire que, alors, excusez-moi, j'enlève ça, voilà. Donc des effets spéciaux pratiques, et puis je trouve que c'est complètement banal, quoi. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, si vous voulez, que on voit que ça se sent que c'est une fausse explosion. C'est pas une explosion nucléaire, c'est une petite explosion. Et on voit qu'il joue avec justement la distance à laquelle ça a été filmé, si vous voulez, la profondeur de champ, pour qu'on puisse penser que c'est une explosion nucléaire, mais c'est quand même pas terrible, quoi. C'est quand même pas terrible. Voilà. Donc je trouve que c'est une scène qui est quand même pas ouf. Et puis quand on prend finalement 40 ans de cinéma d'action, je trouve que vraiment les gens qui créent au génie par rapport à une scène comme ça, je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils revoient beaucoup de films d'action avant de comprendre que c'est vraiment pas terrible, quoi. Parce que ce n'est absolument rien dans l'histoire du cinéma. Et donc plus globalement, je pense qu'Oppenheimer est un film que, évidemment aujourd'hui on est dans la réaction immédiate, c'est génial, c'est incroyable, mais je pense sincèrement qu'un film comme Oppenheimer, je vois pas sur quels critères dans 20 ans ce film-là est reconnu. C'est-à-dire que dans 20 ans, je vois pas en quoi on parlera d'Oppenheimer. Comme on parlera pas de Tenet, comme on parlera pas d'Interstellar, enfin bref. Qui sont des films, voilà, qui sont sans plus, quoi. Donc évidemment, donc en fait voilà, j'étais vraiment très déçu parce que, et donc je pense que j'irai plus voir de films de Nolan, parce que je pense que, alors là je vais déboucher sur un autre aspect, mais j'en ai marre. En fait, je trouve que Nolan est un réalisateur talentueux. Il a, comme Denis Villeneuve, comme Damien Chazelle, c'est des mecs qui ont des qualités de conteurs visuels. Visuellement, c'est très fort ce qu'ils arrivent à faire. Nolan a beaucoup de talent dans le montage. Je trouve que le montage du film, par exemple, est très très bon. Mais voilà, et si vous voulez, j'ai le sentiment, voilà, d'avoir vu 3 heures de blabla, où c'est jamais naturel, parce que finalement, je sais pas, j'ai pas lu le livre, mais il rassemble finalement énormément de trucs scientifiques. Et puis il fait parler ses personnages à travers tous ces termes scientifiques, mais finalement ça sonne creux, ça sonne pas naturel. Les gens ne parlent pas comme ça dans la vraie vie, et je sais que c'est du cinéma, mais quand même, il y a un côté naturel, je pense, qui doit rester dans les dialogues, et c'est pas du tout le cas. Et puis on n'apprend rien finalement sur Oppenheimer, quoi. C'est-à-dire que je pense préférer lire une biographie ou regarder un film, ou un documentaire, pardon, j'ai entendu qu'il y avait un documentaire de la BBC. Je préfère regarder ça parce que je trouve finalement on n'apprend rien sur Oppenheimer. Et on n'apprend rien sur la construction de la bombe. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait grave.
je voulais vachement, j'étais super intéressé par justement le processus, tout le processus qui avait amené à la création de la bombe, etc. Et par moment, il se focus dessus, et donc on se dit putain, ça, c'est bon. Et puis d'un coup, il repart en arrière, en noir et blanc, blablabla, et puis ça blablate, et puis voilà, donc on se fait chier quoi. J'ai failli au bout d'une heure et demie, j'ai failli regarder ma montre, mais par respect pour justement le cinéma, le fait que je suis au cinéma, je n'ai pas regardé. Mais voilà, et puis on se concentre tiens, sur une scène, les gens à côté de moi arrêtaient pas d'aller aux toilettes, de revenir, etc. Parce que je pense qu'ils se faisaient chier. Euh, j'ai entendu des gens rigoler sur la scène de la bombe, je pense que la plupart des gens ont trouvé ça un petit peu ridicule. Voilà. Donc le son était très bon quand la bombe explose. Je trouve que c'est très bien. Le fait qu'on n'entende pas le son tout de suite et que le son arrive juste après, c'est très bien. Enfin, c'est pas exceptionnel quoi. Et puis voilà. Donc j'ai vraiment trouvé qu'on rate complètement le sujet. Et puis finalement, on se focus sur quelque chose qui est pas très intéressant. Et puis voilà, je pense que d'autres réalisateurs moins connus, moins hypés, qui sont peut-être pas très reconnus, je pense que des réalisateurs pourraient faire sur un sujet comme ça quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et j'en ai marre qu'un mec comme Christopher Nolan se la raconte, se la pète et nous dise voilà, moi je fais un super film. Euh, pour témoin, je veux dire, le gars pourrait faire un film pas filmé en IMAX, simple et de 2 heures, et ça serait peut-être génial. Et non. C'est-à-dire que le film a tous les défauts, si vous voulez, d'un film qui veut se la péter, quoi. C'est-à-dire que le film dure 3 heures, c'est filmé en IMAX, en noir et blanc, parce qu'évidemment ça n'a jamais été fait, donc IMAX, je crois que c'est en 65 mm noir et blanc, ça n'a jamais été fait, donc évidemment Nolan veut le faire, ça se justifie absolument pas, même si le noir et blanc est très joli, ça se justifie pas, parce que c'est des dialogues, donc je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas de scène d'action, donc quel est l'intérêt de filmer en IMAX? J'ai juste l'impression que le mec, on lui file un budget de ouf, et donc le mec se dit, oh, putain, IMAX, et tout de suite il nous fait un film en IMAX qui en plus, je trouve que c'est très prétentieux parce que déjà, l'IMAX se justifie pas, il n'y a pas de scène d'action, et puis l'IMAX, je veux dire, ça coûte très cher, et voilà, il y a des réalisateurs qui n'ont pas la chance d'avoir de budget pour filmer en IMAX, lui c'est le cas, et je trouve que ça ne se justifie pas du tout. Et puis l'intérêt de l'IMAX, c'est de le voir en IMAX 70 mm, et j'ai regardé dans le monde, je crois qu'il y a 6 ou 7 salles dans le monde qui projettent en IMAX 70 mm. C'est-à-dire que les gens qui peuvent vraiment enjoy la qualité et ce que Nolan a voulu montrer à travers le fait de filmer en IMAX, il y a finalement combien de gens qui peuvent le voir vraiment en IMAX? Juste quelques personnes dans le monde, des endroits privilégiés, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens vont voir le film dans sa version normale. Et autre part, je trouve qu'un très bon film, je trouve que c'est très très con de dire qu'un film se justifie et doit être vu au cinéma et doit être vu en IMAX, et c'est comme ça qu'on peut vraiment l'apprécier. Parce que je trouve qu'un très bon film, même si c'est un film d'action, même si c'est un blockbuster, s'il y a une vraie histoire, il y a des vrais personnages, il y a quelque chose d'intéressant, je pense que le film peut être vu dans n'importe quel format. Moi je trouve que voilà, Le Parrain, ça peut être vu sur un laptop, sur une tablette, au cinéma, et c'est un film qu'on trouvera toujours incroyable parce que c'est effectivement un chef-d'œuvre. 2001, pareil. Même si évidemment 2001, c'est mieux de le voir au cinéma, mais c'est un film qu'on peut apprécier sur sa tablette, sur son laptop, et il n'y a pas besoin de le voir au cinéma. Et les films de Nolan, bah non, moi je trouve que c'est pas un argument, quoi. Donc voilà, donc il n'y a rien qui est justifié dans le fait de filmer en IMAX. Pour moi, c'est un caprice parce qu'il a de la thune, parce qu'on lui donne de la thune, pardon, parce que voilà. Mais il n'y a absolument aucune justification du fait de filmer en IMAX. Voilà, donc maintenant je vais aborder un autre point. Je pense que Nolan faisait des très bons films quand il était accompagné de son frère. Et je pense que c'est un petit peu comme Astérix. Alors j'ai plus les noms en tête exactement, mais je sais qu'un pas le dessinateur, mais le dialoguiste de Astérix est mort il y a quelques années, évidemment, peut-être 30 ans ou quelque chose comme ça. Et la qualité des Astérix a énormément baissé. Voilà, puisqu'il n'y avait plus que le dessinateur. Je pense que Nolan est un très bon réalisateur, mais c'est pas du tout un bon. Et c'est un métier différent, mais c'est pas du tout un bon screenwriter, si vous voulez. J'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Alors excusez-moi, j'ai pas le mot. Voilà, enfin bref, vous avez compris. Et je trouve qu'en fait, il faisait ses meilleurs films à l'époque où il était accompagné de son frère, et je trouve que c'est une très très bonne association, parce que ses personnages étaient beaucoup plus consistants. Je trouve qu'en fait, son frère faisait ressortir vraiment le côté réalisateur de Nolan, c'est-à-dire que les deux ensemble, il y avait le côté où le frère pouvait vraiment créer des personnages, une vraie histoire, et tame un petit peu, si vous voulez, le côté un peu foufou de Nolan.
et toutes les qualités finalement de Nolan, parce c'est un réalisateur qui a aussi beaucoup de talent malgré tout, visuel, de conteur comme ça, et ben, je trouve que c'était une très très bonne association, c'était un très bon mix. Et depuis que son frère n'écrit plus avec lui, je trouve que c'est beaucoup moins réussi. Voilà. Et voilà, donc je trouve que du coup c'est Nolan qui est... Alors je sais pas, est-ce que quelqu'un peut-être dans les commentaires, je ferai peut-être des recherches, peut me dire pourquoi Nolan finalement n'écrit plus que tout seul, je comprends pas. Parce que je comprends pas à quel point on peut être prétentieux pour se dire, bah voilà, maintenant tous mes films je vais les écrire tout seul, quoi. Et que personne ne l'aide, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas parce que un sujet comme ça, je pense, aurait pu être incroyable si ça avait été traité avec plus peut-être de respect pour le matériau original et puis surtout quelqu'un qui a plus de talent pour écrire des personnages, pour respecter l'histoire, pour nous expliquer plus et pas pour faire quelque chose de prétentieux comme ça, quoi, parce que c'est clairement prétentieux, quoi. Les gens qui ne voient pas que c'est prétentieux, je comprends pas, quoi. C'est-à-dire les dialogues des fois qui sortent dans la bouche des personnages, je trouve ça totalement ridicule. Il y a une scène notamment que j'ai en tête quand Cillian Murphy rentre chez lui et sa femme lui dit quelque chose, oui, je t'ai attendu ou je sais pas quoi, elle a sa bouteille de vin. Je trouve ça vraiment, on dirait du Godard, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est hyper dramatisé, la pluie, il fait noir, et puis elle en fait des caisses. Enfin, j'ai trouvé ça tellement mauvais je trouve qu'on est à deux doigts vraiment de rigoler, quoi. Donc c'est pas vraiment l'intention du film, quoi. Donc, et puis, d'autre part, le film dure 3 heures, et j'ai cette sensation que le film est rushé. C'est-à-dire qu'il a tellement voulu mettre d'informations, de dialogue, que ça va très 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 vite. Et finalement, on se dit, putain, ça dure 3 heures. Et on a l'impression que, putain, ça va trop vite presque. Alors que ça dure 3 heures. On dit, bah il a le temps. Bah non, non, ça va trop vite. On passe d'un personnage à l'autre, boum, boum, boum. Ça va trop vite, quoi. Donc vraiment, j'ai trouvé ça vraiment dommage, quoi. Enfin, et donc du coup, pour revenir au fait que, voilà, donc je trouve que quand il écrivait avec son frère, c'était beaucoup plus réussi. Voilà, honnêtement. C'était beaucoup plus réussi. Son frère, je trouve, un petit peu... Alors j'ai entendu une critique je crois, Merej, si tu m'écoutes. Si tu vois cette critique, tu avais dit que Tarantino faisait ses meilleurs films à l'époque où finalement il écrivait avec son partenaire dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Alors j'ai oublié le nom, voilà, mais Tarantino avait un ami avec qui il écrivait tout le temps ses films, notamment Reservoir Dogs, et que ça permettait de donner à la fois le meilleur Tarantino parce que l'association des deux était excellente. Voilà, je pense aussi à Marcel Carné qui a fait ses meilleurs films quand il était associé à Jacques Prévert. Et puis quand Jacques Prévert ne travaillait plus avec lui, ses films étaient moins bons. Il y avait encore des qualités, mais c'était moins bon. Et là, je pense que c'est exactement la même chose avec Christopher Nolan, c'est-à-dire que son frère lui donnait... voilà, il y avait vraiment le scénario qui était très bon, et Nolan ensuite a apporté toutes ses qualités de réalisateur pour faire vraiment quelque chose d'excellent, quoi. Et là, en fait, il est tout seul à la barre. Je ne sais pas si c'est peut-être un disagreement avec son frère, ou peut-être que, je sais pas, son frère est peut-être occupé. Mais il se trouve que son frère, voilà, a réalisé Christopher Nolan, pardon, a réalisé je crois qu'à partir d'Interstellar, je sais plus si Inception il l'a écrit tout seul, je crois pas. Mais à partir d'Interstellar, c'était vraiment que lui, quoi. Alors je trouve que dans Dunkerque, ça le desservait pas, parce que j'ai beaucoup aimé Dunkerque, parce que bizarrement, le fait que le scénario soit très court et ne tienne, je crois que c'est normalement un bon scénario, c'est 150, 200 pages, là il tenait sur 90 pages. Mais si vous voulez, le fait que ce soit un film de guerre d'action, ça allait, quoi. Ça se justifiait finalement très bien. Je trouve que le scénario soit pas forcément très long, très... Voilà, je trouve que c'était très bien. Et l'aspect visuel de Nolan, finalement, était une qualité pour ce genre de sujet. Donc je trouve que Dunkerque était très réussi. Mais je trouve que, voilà, Interstellar, que j'aime bien, que je trouve que quand même pas mal. Mais pareil, assez verbeux, assez prétentieux, enfin, voilà, quoi. Et puis là, Oppenheimer, bon, Tenet, j'en parle pas parce que, encore une fois, je trouve que c'est une catastrophe. C'est une honte, ce film. Je trouve vraiment que ce film est une merde absolue. J'ai pas d'autres mots. Et puis c'est extrêmement prétentieux. Mais là, bon, Oppenheimer, alors voilà, c'est un peu moins pire, mais je trouve que c'est quand même un film qui... Voilà, je comprends pas que Nolan ne s'entoure pas de vrais écrivains, si vous voulez, qui demandent pas que limite il écrive le scénario avec 2 ou 3 autres personnes, que il est pas, si vous voulez, moi, si je devais écrire un film,
je m'assurerais pour faire le meilleur film possible. Alors évidemment, je suis pas au niveau de, voilà, j'ai pas la prétention, mais je sais que par humilité, je me dirais voilà, il faudrait que mon scénario, je l'écrive avec quelqu'un d'autre, pour être sûr que ce que j'écris c'est pas mal, pour que peut-être le retoucher, avoir l'humilité, si vous voulez, de vous dire que votre scénario n'est pas forcément incroyable, quoi. Et je trouve que évidemment que c'est quand même assez fort d'écrire un film de 3 heures, etc. Mais je trouve que c'est très raté et qu'il aurait tout intérêt à réécrire avec son frère ou quelqu'un d'autre. Voilà, je sais pas qui, mais voilà, parce que son frère lui apportait énormément de choses, quoi. Je trouve que, donc voilà, moi, si vous voulez, je reverrai un film de Nolan le jour où peut-être il fera un four et qu'on lui donnera un petit budget et qu'il fera un film de 2 heures et pas de 3 heures et que je verrai que c'est écrit avec quelqu'un d'autre. Et là, je me dirais peut-être que le meilleur de Nolan ressortira de nouveau. Parce que là, je viens de finir aujourd'hui Le Prestige, que je n'avais pas vu depuis un petit moment, qui je trouve est génial. Je trouve que c'est un film génial et c'est un film qui était écrit avec son frère. The Dark Knight est un chef-d'œuvre et The Dark Knight a été écrit avec son frère. Voilà, donc là on a finalement un film voilà, qui je pense, voilà, faudrait que Nolan redescende un petit peu, dégonfle un peu le melon, écrive ses films avec quelqu'un d'autre et puis arrête de nous faire quelque chose de prétentieux, de long, parce que je trouve que le film a vraiment, c'est la quintessence du film prétentieux, quoi. C'est-à-dire 3 heures, filmé en IMAX, alors que c'est pas justifié, lu noir et blanc, la couleur, des retours dans le temps qui sont absolument pas justifiés, là, vraiment pas. Il n'y avait pas besoin de compliquer l'histoire pour rien du tout. Donc vraiment, il y a rien, mais absolument rien dans le film que j'ai apprécié, si ce n'est que on va dire euh, la qualité des acteurs. Je trouve que les acteurs sont très bien dirigés, parce que c'est une qualité, je pense, chez Nolan, sauf Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises, si vous me suivez. Mais bon, là, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Nolan s'était peut-être endormi, je sais pas. Peut-être qu'il avait fait une petite sieste et puis il s'est un peu, il a oublié de revoir le montage final, enfin le final cut, je sais pas. Mais enfin bon voilà, je trouve que c'est dommage, quoi. Voilà, on a un film qui aurait pu être intéressant, génial. Je pense que dans les mains d'un autre réalisateur, peut-être quelqu'un de pas connu, ça aurait pu être super. Et puis finalement, on a Nolan avec ses gros tambours, sa grosse musique, tout le long, énormément de musique tout le long, sa tambourine. Il y a des dialogues dans tous les sens, c'est rushé alors que ça dure 3 heures. Et puis finalement, on se fait chier. Et puis on n'arrive jamais. J'avais envie de dire, si vous voulez en anglais, get to the point. Get to the point. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit, bah putain, raconte-nous l'histoire de Oppenheimer, la construction de la bombe, vas-y quoi. Qu'est-ce que tu fous ça fait déjà 2 heures que le film est commencé, quoi. Et ben on n'y arrive pas. Et puis dès qu'on y arrive un petit peu, on se dit, ah putain, ça commence à être bien. Et puis on repart en arrière sur autre chose, quoi. Voilà, sur le procès, sur ci, sur ça, et voilà quoi. Donc vraiment très déçu. Et puis encore une fois, l'IMAX, je trouve que c'est vraiment c'est du bullshit, quoi, parce que c'est vraiment pas justifié, quoi. Je veux dire que moi, Nolan, j'aimerais bien qu'on lui donne un petit budget qui redescende un petit peu, parce que honnêtement, là, si vous voulez, l'utilisation de l'IMAX ne se justifie pas, quoi. Faudrait que Nolan se rende compte, en plus, je pense, je sais pas s'il en a conscience, que les gens qui peuvent aller voir le film en IMAX 70 mm sont peut-être 0,1% des gens qui iront voir son film. Donc ça se justifie absolument pas, quoi. À la limite, James Cameron, la 3D d'Avatar, bon, bah, il y a beaucoup plus de cinémas qui sont fournis en 3D, mais en IMAX 70 mm, c'est que les grandes villes, quoi. C'est New York, là où je suis actuellement, et encore, j'ai pas voulu aller le voir parce que je pensais que ça se justifiait pas tellement, même si certains plans, évidemment, que ça pourrait, mais vu qu'il y a que des dialogues, ça ne se justifie pas. Voilà, pour moi, c'est un mec calme-long, quoi. Il veut faire compliqué alors qu'il pourrait faire simple. Il veut faire 3 heures, il pourrait faire 2 heures. Il veut pas s'entourer de quelqu'un pour écrire son scénario, il le fait tout seul, etc., etc. Il filme en IMAX, en noir et blanc, alors que ça se justifie pas. Il fait des retours dans le temps, ça se justifie pas. Enfin, vraiment, le film prétentieux, quoi. Vraiment, il y a tous les ingrédients du film prétentieux. Puis ça dure 3 heures, quoi. Alors que le film aurait pu durer 1h45, peut-être 2 heures, et puis ça aurait été génial, quoi. Et puis voilà, j'aimerais bien que des sujets comme ça, notamment finalement, qu'on les donne à des réalisateurs peut-être moins connus, qui ont énormément de talent et qui seraient beaucoup moins prétentieux, qui feraient quelque chose de très bon. Voilà. Mais c'est un petit peu un syndrome que je remarque sur des réalisateurs qui sont pourtant talentueux. Damien Chazelle, voilà, Babylone, complètement raté, alors que Damien Chazelle est très doué, très talentueux, pourtant c'est raté. Et puis ensuite on a pareil Denis Villeneuve, que j'aime beaucoup sa filmographie, je trouve qu'il est très talentueux, mais ses derniers films, bah, je trouve très ratés. Voilà. Donc voilà. Donc n'est pas Kubrick qui veut, c'est-à-dire que Kubrick avait plus que des qualités visuelles.
Kubrick était un immense metteur en scène qui avait plus que des qualités de conteur visuel, si vous voulez. Il avait beaucoup plus que ça. C'était la perfection absolue. Ces gars-là ne sont pas du tout dans cette catégorie-là, donc j'ai pas envie qu'on dise, et ça me fait chier d'entendre que Nolan est un génie, c'est un très bon réalisateur, mais là qui est pas à son maximum, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il pourra faire mieux, mais en tout cas moi voilà, pour finir ma critique, moi Nolan, j'arrête. Et puis le jour où il refera peut-être un film avec un petit budget, plus voilà, beaucoup moins prétentieux, bah, peut-être que j'irai le voir avec plaisir, mais pour l'instant c'est fini, quoi. C'est un cinéma qui m'intéresse pas tellement. Je préfère voir voilà, des vrais films, des vieux films français dont les dialogues sont intelligents, c'est bien écrit, c'est simple. Voilà, ou des films d'action des années 70-80 qui étaient faits à l'ancienne, mais qui étaient vraiment incroyables, qui étaient pleins de charme et puis qui étaient vraiment très réussis, quoi, tout simplement. Puis qui étaient très intelligents.